Retour sur le plateau du Talk de Paris. Notre invité est l'un des grands financiers de la planète, Michel Camdessus, qui a été pendant 13 ans le directeur du Fonds monétaire international à Washington. Avec nous également sur notre plateau, Philippe de Sertine, qui est lui le directeur de l'Institut de la haute finance. Alors Michel Camdessus, j'ai envie de revenir tout de suite à la question suivante concernant la France. Est-ce qu'après la récession, il faut s'attendre à la rigueur ? Je ne sais pas très bien ce que vous entendez par là. Je me souviens d'un débat en 1983, au moment des réformes de Jacques Delors, le grand virage de la politique économique de la France. On se demandait si c'était de l'austérité ou de la rigueur. Et pendant quelques semaines, la classe politique s'est interrogée là-dessus. Et c'était une bataille rangée autour de la rigueur ou de l'austérité. Il faudra gérer d'une manière tout à fait responsable l'économie française, tout simplement parce qu'il nous faudra faire tout ce qu'il faut pour sortir de la crise, renforcer nos structures financières, soutenir les entreprises qui auront pu être plus ou moins mises à mal par cette période temporaire de ralentissement, mais il y aura aussi toutes les autres charges qui pèsent sur notre pays, et en particulier la préparation de l'avenir de sa jeunesse, nos responsabilités internationales à l'égard des pays les plus pauvres. Donc bref, ça veut dire se serrer la ceinture Ça veut dire se serrer la ceinture gérer d'une manière responsable, sérieuse, sans promettre ce que l'on ne peut pas tenir, et en associant aussi largement que possible toute l'opinion publique aux décisions qui auront à être prises, de telle manière qu'elle comprenne bien de quoi il s'agit. Votre avis, Philippe de Sertine? Ou peut-être une question complémentaire. Est-ce qu'en tant qu'ancien président du FMI, vous pensez que la France, de ce point de vue, doit juguler son endettement, le maintenir, peut-être parvenir à le restreindre, puisque quand vous évoquiez les générations futures, il y aura sûrement la question de la manière dont ces générations vont devoir assumer cette dette aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de dire très clairement ce que je pense de cela dans le cadre de ce rapport que j'avais préparé pour celui qui n'était encore que le ministre des Finances de la France en 2004. Il est vrai que notre pays a, après 20 années continues de déficit budgétaire, après des années et des années où la dépense a été très sensiblement 20% au-dessus des recettes, il est bien vrai que nous n'avons pas le droit de continuer à nous endetter de cette manière. Nous préparons mal notre jeunesse à son avenir. Nous ne pourrons pas en plus mettre sur son dos la charge de notre frivolité présente. Et donc, en effet, il faudra gérer d'une manière serrée nos finances publiques. Et le président de la République a dit qu'il fallait dire la vérité aux Français. Pourquoi alors ne pas leur dire qu'il va y avoir un programme de rigueur, qu'il va falloir se serrer la ceinture? Et qu'est-ce que vous entendez par programme de rigueur? Faire des économies, dépenser moins. Il s'agit d'un programme de vérité. Dépenser moins, on peut dépenser moins et dépenser mieux. Et mieux préparer l'avenir de notre pays. Ce n'est pas de la rigueur. C'est simplement reconnaître qu'il y a des limites à ce qu'on peut faire, reconnaître que lorsque l'État prélève plus de 50% de la richesse nationale, il doit pouvoir, à l'intérieur de cette somme formidable, trouver de quoi mieux préparer l'avenir du pays. Ceci, ce n'est pas de la rigueur, c'est simplement de la bonne gestion. Alors, on voit aux États-Unis la crise que traverse l'industrie automobile. On parle même de faillite des géants de l'automobile, de Detroit, etc. Quelle est la marge de manœuvre et que doit faire le FMI ou que peut faire le gouvernement américain? Faut-il aider à soutenir cette industrie en crise, menacée de disparition, ou faut-il utiliser cet argent pour, par exemple, développer l'Afrique? Non, écoutez, il est bien évident qu'il faut faire un grand effort. Nous nous y sommes engagés, notre parole est donnée, pour permettre à l'Afrique de préparer son avenir, de réaliser en particulier les objectifs du millénaire, qui sont l'engagement que nous avons pris avec les Africains. Donc on ne peut pas arbitrer l'un contre l'autre. Alors l'industrie automobile américaine est confrontée, comme toutes les autres, mais peut-être un peu plus que d'autres, compte tenu de ses choix de gamme des dernières années,
à un énorme effort d'adaptation, de reconversion, de réduction peut-être de ses capacités aux États-Unis, eh bien, elle doit le faire. Elle doit le faire normalement par ses propres moyens. L'État peut apporter des soutiens temporaires, mais nous sommes là en présence d'un phénomène schumpeterien, diraient les économistes. L'économie, c'est un processus permanent de destruction-création. Il faut passer par là. Nous savons très très bien ce qu'il en coûte dans notre propre pays. Mais alors des choix quand même, il va bien falloir trouver l'argent quelque part. Donc s'il y a très peu d'argent, que fera par exemple le gouvernement américain? Est-ce qu'il choisira plutôt de soutenir ses ouvriers menacés de chômage, plus de 2,5 millions de personnes dans l'automobile, ou bien est-ce qu'il réduira ses aides par exemple au développement? Monsieur, le président Obama ne s'est pas encore prononcé sur ce genre de choix. Mais que lui diriez-vous? Je lui dirais que l'Amérique doit, comme les autres pays du monde, adapter son économie. Son économie a été capable jusqu'ici, toujours, et avec plus de dynamisme et de pragmatisme que beaucoup d'autres, de s'adapter à l'évolution de la conjoncture mondiale. Elle continuera à le faire, mais l'Amérique a des responsabilités de la première puissance mondiale à l'égard des pays les plus pauvres. Il faut qu'elle tienne parole. Philippe de Sertine, votre avis sur la question? Je crois que c'est vraiment un point extrêmement important dans le déroulement maintenant de la gestion de la crise qui va arriver. Je pense que M. Cantu a tout à fait raison de souligner combien il va être important pour le futur proche que l'ensemble des pays du monde se sentent solidaires par rapport à la crise. Et il est vrai qu'on ne peut pas parler d'arbitrage parce qu'effectivement, ce terme serait probablement injurieux pour un certain nombre de pays. Mais il est vrai que l'arbitrage, s'il doit avoir lieu dans la direction d'une solidarité encore plus forte entre les nations, ce qui voudra dire effectivement, et ce que vous sous-entendiez peut-être tout à l'heure, que l'industrie automobile parmi d'autres aux États-Unis doit probablement compter davantage sur ses propres ressources, sur son propre fonctionnement, que sur l'intervention des États qui ne peuvent pas en effet envisager un financement tous azimuts dans la période qui vient et qui doivent maintenir à tout prix la cohésion internationale entre les différentes nations. Je crois qu'en effet c'est un point extrêmement important qu'il faudra sans arrêt rappeler probablement dans les sommets internationaux et peut-être effectivement aux États-Unis. Alors l'Europe et Nicolas Sarkozy ont réussi à obtenir un G20 à Washington. C'est une formule nouvelle, différente. C'est mieux que le G8, c'est mieux que le G14. On se souvient que c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a créé le G5 dans les années 70, en 1976. Est-ce que cette formule du G20, Michel Cantu, est la bonne formule? Est-ce qu'il faudra la garder pour l'avenir? Écoutez, c'est la bonne formule dans l'immédiat. C'est une formule pratique puisqu'elle permet. Le G20 existe. Il a été créé à la fin des années 90 pour fournir un lieu de rencontre entre le G8 et les grandes économies émergentes. C'est ça le G20. Il n'a aucun statut. C'est une création purement informelle qui permet des échanges un peu plus détendus que dans les structures plus officielles et plus établies. Mais il n'est que cela. S'il s'agit de créer l'architecture financière du monde de demain, le nouveau Bretton Woods, à ce moment-là, il faut être aussi près que possible des traités. Il nous faut une base dans les traités. Et là, le traité de Bretton Woods définit une structure de conseil d'administration et de pouvoir qui n'est pas celle du G20, ni celle du G8, ni celle du G14. On va y revenir, mais la différence entre le G20 et le G14, vous, Philippe de Sertine, vous pensez? Oui, non, je crois que par rapport à ce que nous disions à l'instant, c'est-à-dire la nécessité de faire sentir aux différents pays de la planète que nous sommes tous solidaires par rapport à la crise, cette idée d'échange est importante. Mais je pense effectivement que la vraie question qui se pose et qui va se poser demain est la question d'une gouvernance mondiale. Et que là, aujourd'hui, on ne doit pas s'illusionner sur ce qui peut sortir ou les résultats que l'on peut espérer d'un sommet comme le G20. Le G20 ne va être qu'un lieu de rencontre. Et c'est mieux que le G14, qui est l'idée du patron de la Banque mondiale, qui propose, lui, une formule plus réduite. C'est-à-dire, là, dans le G14, on est dans quelque chose probablement qui rapprocherait davantage ceux qui vont avoir des fonds pour agir ou qui peuvent avoir des problèmes majeurs par rapport à la crise. C'est-à-dire, on s'approche de quelque chose qui peut-être serait plus opérationnel, mais qui, dans tout état de cause, n'est pas encore défini aujourd'hui d'un point de vue juridique. Et il sera très important pour demain que l'on ait une définition précise de la manière dont la gouvernance mondiale s'entend et dans la manière où les différents gouvernements et les différents représentants des gouvernements y participeront.
Alors, Michel Candesu, vous avez mentionné Bretton Woods 2. Nicolas Sarkozy, lui, s'est posé la question de savoir si on pouvait refonder le capitalisme. Est-ce que c'est l'heure, justement, d'une refondation pour le système économique que nous avons connu depuis la guerre? Je le crois tout à fait. Je le crois tout à fait. Et nous disions en commençant notre conversation que lorsque la crise asiatique a éclaté, nous nous sommes tout de suite demandé comment éviter ça pour l'avenir et quels changements il faudrait introduire dans le système pour que le système ait une capacité d'alerte beaucoup plus forte, la capacité d'agir sur les pays où des bulles se constituent et où le système risque d'imploser. Les principes ont été posés. On en a renvoyé à plus tard leur mise en œuvre. Le premier principe, c'est de constater que qu'il n'y a pas de garde champêtre dans le village planétaire, que le Fonds monétaire international, certes, a une responsabilité de surveiller la sphère monétaire, les balances courantes, comme disent les économistes, mais il n'a aucun pouvoir de surveillance et d'injonction au pays sur la sphère financière. Or, le propre des crises actuelles, ça avait commencé avec la crise du Mexique en 1994, puis la crise asiatique et la crise d'aujourd'hui, le propre de ces crises, c'est qu'elles se développent dans la sphère financière, qui, jusqu'à ce jour, est dans une très très grande part, pour une très très grande part, non régulée. C'est un domaine pratiquement de non-droit international. Et il n'y a ni règles, ni... Mais alors, vous croyez que c'est possible de refonder le capitalisme? Je ne parle pas du capitalisme, je parle de l'architecture. Oui, ça revient un peu. Attendez, ah non, c'est pas tout à fait la même chose. Je parle de l'architecture financière internationale. Oui. Il y avait un fonds monétaire qui était trop petit et qui n'était pas chargé de l'endroit où précisément se développent les bulles. Eh bien, premier principe, il faut lui donner le pouvoir de s'occuper de ça. Alors ça, c'est l'idée de Gordon Brown qui dit on va transformer le FMI en une sorte de banque centrale mondiale. Vous êtes pour? C'est pas nécessairement une banque centrale mondiale, il l'est déjà d'une certaine manière, mais c'est surtout l'idée de ne pas laisser des zones de non-droit dans le système. Si vous n'avez dans un village ni garde champêtre, ni une autorité municipale pour prendre des arrêtés ministériels, eh bien, c'est ce qui se passait dans mon village, celui de mes ancêtres. C'est le règne des voleurs de poules. C'est l'endroit où on fait ce que l'on veut. Et évidemment, quand on fait ce que l'on veut, il y a aussi beaucoup de choses désordonnées qui se produisent. On a beaucoup évoqué, on parle beaucoup justement de ce Bretton Woods, ce sommet de 1944 qui tout d'un coup est revenu d'actualité. À Bretton Woods en 1944, il y avait deux thèses. Il y avait la thèse américaine et la thèse anglaise principalement, qui étaient menées par le grand économiste Keynes. C'est finalement la thèse américaine qui a gagné. Est-ce qu'aujourd'hui, notamment quand les Britanniques appellent à un renforcement du FMI, ils ne sont pas en train de demander justement, de revenir à cette idée initiale que vous évoquez d'une régulation mondiale, mais deux, peut-être aussi, et peut-être ce sera le point le plus compliqué, à une réduction du pouvoir des États-Unis à l'intérieur du système financier international? Je crois en effet que toute organisation planétaire ambitieuse réduit le pouvoir de fait de celui qui exerce un pouvoir, et donc des États-Unis. C'est la raison pour laquelle les Américains sont méfiants à l'égard d'une organisation mondiale de l'environnement ou d'une organisation mondiale des finances. Néanmoins, ils sont pragmatiques et ils savent très très bien qu'aujourd'hui, il faudrait quelque chose de ce genre. Ce qui est très intéressant quand vous mentionnez Keynes et White, c'est que Keynes avait une pensée qui allait même plus loin. Il pensait à une monnaie mondiale, finalement, à la place du dollar. Peut-être faudra-t-il y venir un jour. Nous en avons l'embryon avec le droit de tirage spécial. Je pense qu'il faut être prêt à avancer dans cette direction. Mais pour l'instant, la crise que nous traversons n'est pas une crise monétaire. Il est remarquable de voir que les marchés d'échange sont restés ordonnés pendant toute cette période, même si le dollar a baissé sensiblement. En revanche, il faut regarder ce qui se passe dans la sphère non contrôlée, qui est la sphère financière, et qui doit être régulée. Il y a un danger quand même, c'est que toute cette crise appauvrisse un certain nombre de pays et de populations, donc grande pauvreté, et on se souvient des émeutes de la faim qui ont éclaté ces 2 dernières années. Le président Jacques Chirac a lancé un appel de son côté pour dire attention, il y a un problème majeur, c'est celui de l'eau, dont on va peut-être manquer. Aura-t-on assez d'eau dans 20 ans, 30 ans? Et il dit ceci, si on y prend garde,
il n'y aura pas simplement des guerres de l'eau, mais peut-être même des émeutes de la soif. Est-ce que c'est un appel que vous comprenez? Est-ce qu'il a raison d'alerter l'opinion mondiale sur ce point? Il a doublement raison. Il a raison quand il dit qu'il n'y aura pas de guerre de l'eau. Parce que l'histoire nous montre qu'il n'y a pas de guerre de l'eau. L'eau est tellement essentielle, l'eau est tellement vitale que, curieusement, les hommes sont raisonnables quand il y a un conflit de l'eau et ils finissent par trouver des formules de coopération. En revanche, oui, les émeutes de la soif, on les risquait depuis longtemps et c'est pour ça qu'on a fixé des objectifs du millénaire tendant à réduire de moitié le nombre de gens manquant d'accès à l'eau ou à l'assainissement. Mais la crise climatique, dont nous connaissons maintenant beaucoup mieux la dimension, risque de l'aggraver. Une chose qui devrait obséder les membres du G20 dans la suite de leurs travaux, c'est que l'Organisme des Nations Unies qui a été couronné par le prix Nobel, le GIEC, nous a annoncé que si on n'y prenait pas garde et si on ne prenait pas de mesures tout de suite très fortes, on risquait d'avoir, à partir de 2020, entre 75 et 200 millions de personnes qui seront des migrants climatiques, c'est-à-dire des gens chassés de leur village parce qu'on ne peut plus y cultiver et qui s'accumuleront dans les grandes mégapoles du tiers-monde ou chez nous. Alors c'est un problème immense. C'est presque le mot de la fin, Michel Condessus. Face à ces défis, il y a des solutions, et lesquelles? D'un mot? La solidarité. Et ça suffit? En tout cas, elle doit s'ajouter à la solidarité des peuples, mais aussi des États. Des peuples, des États et des hommes. Nous avons tous quelque chose à faire. Ce matin, à cette conférence à laquelle assistait Jacques Chirac, la représentante indienne a dit « Il faudrait que nous changions évidemment nos comportements, nos représentations collectives, et que nous sachions enfin d'abord économiser une goutte d'eau dans la grande tradition de la culture indienne, et d'autre part, savoir que la frugalité, ce n'est pas la pauvreté. » Merci Michel Condessus d'avoir participé à ce talk de Paris consacré à la crise économique. Merci aussi à Philippe de Sertine. Et bien entendu, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du talk de Paris. Je remercie toute l'équipe qui nous a aidés à le préparer, Julia Dorner, Sarah Braun, Juliette Igier et toute l'équipe de France 24. À la semaine prochaine.